Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo la stratégie américaine dès 1944 pour contrôler le Rhineland, c'est-à-dire l'Europe, afin de contenir les méchants soviétiques. Alors il s'agissait pour les Américains d'abord de contrer l'influence soviétique en Europe en utilisant un Reich restauré et puis sous contrôle. Le réarmement de l'Allemagne était en effet un enjeu géopolitique majeur pour les Américains, qui considéraient comme totalement indispensable à la réalisation de leur plan la position stratégique de l'Allemagne, qui était la ligne de démarcation de l'Europe de l'Ouest et de l'Est, depuis la conférence de Londres de septembre 1944, et notamment la force industrielle revancharde et guerrière germanique n'était pas pour leur déplaire. De fait, ils voulaient en faire une épée et un bouclier contre les soviétiques portant le front le plus à l'est de l'Europe de l'Ouest. Ils utilisèrent pour ce faire plusieurs leviers afin de stopper la politique de réduction des capacités de production de l'industrie allemande et de procéder à son réarmement dès la fin de la guerre. Pour s'appuyer sur l'Allemagne, il fallait libérer d'abord les capitaines d'industrie allemande, collaborateurs des nazis, réindustrialiser en suivant l'Allemagne et la réarmer pour l'insérer directement dans l'OTAN ou mieux encore dans un cadre fédéraliste européen sous contrôle de l'OTAN, légalisant leur présence militaire en Europe, eux qui n'y avaient rien à faire. Ainsi que mettre en place une politique étrangère européenne commune, déjà. Je ne parle pas pour l'instant des autres continents pour la clarté du propos. On peut aussi citer notamment comme acte d'hégémonie américaine dans la stratégie globale énoncée, l'opération Overcast, ciel ouvert, rebaptisée Paperclip, trombone. Alors, les États-Unis n'avaient pas hésité par divers projets aux opérations, notamment Overcast en février 1945 puis Paperclip en septembre 1946, stoppés en 1957 à la demande de l'Allemagne qui les accusait de les dépouiller de leurs scientifiques, déclassifier ces informations en 1973, a recruté dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale des scientifiques et officiers nazis à récupérer leur technologie industrielle, militaire, médicale, leurs compétences et leur réseau d'espionnage surtout à l'Est, tout cela afin de couper l'herbe sous les pieds soviétiques, leur damer le pion, pour que ceux-ci ne puissent en profiter seuls et en premier, et puis afin de développer plus rapidement et plus facilement le complexe militaro-industriel qui leur assurerait la suprématie, et afin d'utiliser, et surtout j'ai envie de dire, au mieux les connaissances et l'expérience acquises par les nazis durant la guerre contre l'ennemi soviétique. De novembre 1945 à octobre 1946 se sont déroulés également les procès criminels de guerre devant le tribunal militaire de Nuremberg, suivi rapidement par la libération par le président Truman des grands capitaines d'industrie allemande, collaborateurs des nazis pour relancer l'industrie allemande. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines ont soustrait à la compétence du tribunal international de Nuremberg 12 procès concernant notamment des nazis et des industriels allemands, collaborateurs actifs des nazis, en les confiant à des tribunaux militaires américains sous l'appellation fallacieuse des procès de criminels de guerre devant le tribunal militaire de Nuremberg. Vous voyez, on change toujours le nom un petit peu pour l'arnaque. En faisant ainsi, il gardait la main sur le droit de grâce et puis les contreparties, bien sûr, qu'il pourrait en tirer en relançant l'industrie allemande, que de ce fait, ils utilisèrent abondamment. À ce titre, on peut notamment citer le procès Krupp. La société Krupp AG était un conglomérat industriel multinational allemand du secteur de l'acier, qui s'est notamment enrichi dans le domaine du chemin de fer, de la fabrication d'armes. 12 des dirigeants du groupe furent accusés à juste titre de crimes contre la paix en participant à la préparation de guerre, d'agression, de violation de traités internationaux, de crimes contre l'humanité pour le pillage, la destruction, l'exploitation des territoires occupés, des crimes contre l'humanité pour participation au meurtre, à l'extermination, à l'esclavage et à la déportation, à l'emprisonnement, à la torture et à l'utilisation du travail forcé de civils des territoires occupés par des troupes allemandes, d'Allemands et de prisonniers de guerre et de participation à un complot contre la paix. Le propriétaire et dirigeant du groupe reçut pour sa part une peine de 12 ans et ses biens furent confisqués. Mais le 31 janvier 51, soit seulement 2 ans et demi après la condamnation, ces dirigeants furent libérés par le gouvernement américain. Merci l'oncle Sam. Alfred Krupp
fut amnistié par le haut-commissaire américain John McCloy, qui lui restitua ses biens personnels et sa société, dont il reprit le contrôle du groupe en 1953. Au procès aussi IG Farben, dont on peut parler, cette pieuvre, c'est une société allemande qui produisait, américaine aussi, et qui produisait de nombreux produits chimiques, explosifs, gaz d'extermination, comme le zyklon B, l'essence synthétique, les médicaments, les pellicules photographiques. Ces dirigeants furent condamnés sur la base du chef d'accusation et de planification, de préparation et d'exécution de guerres d'agression, d'exploitation, asservissement et extermination des travailleurs forcés, participation à une conspiration visant à commettre des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, expérimentation criminelle sur les êtres humains, notamment sur les détenus des camps de concentration, la complicité dans le génocide, en particulier les gazages à Auschwitz, et comme dans les autres camps, ainsi que la fourniture de gaz toxiques à cet effet. Ils écopèrent seulement de quelques années de prison. Dans la suite de leurs actes de conquête, on peut notamment cité pour les Américains le plan Marshall ou European Recovery Programme du février 1947, plan de reconstruction des pays européens ravagés par la Seconde Guerre mondiale. Le président américain Harry Truman mit en œuvre, lui, le plan Marshall, du nom d'un de ses secrétaires d'État qu'il avait proposé, donc le général George Marshall. Ce plan, qui était menaçant pour l'URSS, visait à étendre la zone d'influence à toute l'Europe en plein accord avec la théorie du Rhineland et fut refusé par les pays de l'Est sous influence soviétique. Élaboré en 1947, le plan Marshall, c'était un plan de reconstruction des pays européens ravagés par la Seconde Guerre mondiale qui fut mis en œuvre entre 1948 et 1953. 13,3 milliards de dollars, dont 11,8 de dons et 1,5 de prêts, furent alloués aux pays européens par l'Organisation européenne de coopération économique créée à cet effet, l'OECE, qui est devenue l'OCDE. Les Américains exigèrent en contrepartie, toujours une contrepartie avec eux bien sûr, aux grandes dames des Français qui ressentaient encore avec force l'humiliation de 1940 et l'occupation nazie, eh bien ils exigèrent le réarmement allemand. On peut citer également l'aspect culturel, faut pas oublier, ses capitales, avec l'accord Bloom-Burns, qui est un accord franco-américain signé le 28 mai 1946 par le secrétaire d'État américain James F. Burns et les représentants du gouvernement français, Léon Blum et Jean Monnet, après de longues négociations. Alors, que disait-il ? Il liquide en partie une partie de la dette française envers les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, 2 milliards de dollars, et en contrepartie, l'une des contreparties de l'accord, est la fin des régimes de quotas imposés aux films américains en 1936, qui étaient restés, ces quotas imposés en 1936, qui étaient restés en place jusqu'à la libération, et Burns voulait un retour aux accords de 1933 qui prévoyaient un quota fixe de films américains par an projetés dans les salles françaises. Et de son côté, le secteur du cinéma français lui demandait que 7 semaines sur 13 soient réservées uniquement à la diffusion des films français. Le compromis final est d'une part l'abandon du quota de films américains et d'autre part une exclusivité accordée aux films français pour 4 semaines sur 13, ce qui correspond à une diminution de la moitié des films français par rapport aux années 41-42. Voilà comment on s'est fait mettre à l'American Way of Life. La création également comme acte de conquête de l'OTAN. Je vais y passer quelques minutes puisque c'est totalement fondamental. L'Allemagne était, il faut bien le comprendre, sous occupation militaire des Alliés dès la capitulation allemande, donc le 8 mai 1945, conformément aux accords de Londres de septembre 1944 et de Yalta de février 1945. Ainsi, l'Allemagne et Berlin même sont occupés en deux. La partie est de l'Allemagne et est de Berlin, située dans la partie est pour l'URSS, et la partie ouest de l'Allemagne et de Berlin pour les États-Unis, les Anglais et les Français. La zone ouest était placée sous la responsabilité conjointe d'un conseil de contrôle allié siégeant à Berlin, s'appuyant sur les Länder préexistants du Reich et leurs administrations nazies pour l'administration des zones ouest. La trizone
comme on l'a appelé, fut constituée le 3 juin 1948, donc par la fusion des zones d'occupation américaines et britanniques, qui avaient déjà fusionné elles en 1947, et françaises. Les Alliés commencèrent alors la mise en œuvre du plan Marshall, puis mirent en place une monnaie commune pour l'Allemagne de l'Ouest, le 20 juin 1948, le Deutschmark, en remplacement du Reichsmark. L'Union soviétique prit une contre-mesure immédiate et forte en bloquant toutes les voies terrestres, routières et navigables par lesquelles les Américains, Britanniques et Français communiquaient entre leurs zones d'occupation en Allemagne et avec Berlin qui était Berlin-Ouest, Berlin qui était en Allemagne de l'Est. Et tout cela dès juin 1948 afin de casser l'interdépendance économique et monétaire des deux parties de Berlin. Et ce blocus précipita la conclusion en avril 1949 du traité de l'Atlantique Nord, géré par un Conseil Atlantique Nord. Le blocus fut levé le 12 mai 1949 lorsque la restauration de l'État devant la crise était de plus en plus improbable. Les Alliés, sur volonté américaine, instituèrent immédiatement, en remplacement de la trizone, la République fédérale d'Allemagne, RFA, le 23 mai 1949, et elle fut dirigée par une haute commission alliée. Et la zone contrôlée par les soviétiques, elle, se constituait au mois d'octobre 1949 en République démocratique allemande, RDA. Les Américains veulent alors réindustrialiser rapidement l'Allemagne. Ils pensaient pouvoir mener à bien cet objectif en transformant le Conseil de l'Europe nouvellement créé en 1948 et considéré alors comme un tremplin de l'Europe, un tremplin vers l'Europe fédérale par Robert Schuman. Mais le Conseil des ministres européens repoussa cette proposition le 5 novembre 1949. Bien leur en a pris. Il leur faut donc trouver à ce moment-là une nouvelle solution pour libérer un peu plus l'Allemagne afin de la réindustrialiser rapidement. Il conclut dès lors l'accord de Petersberg le 22 novembre 1949. La RFA récupère à ce moment-là, grâce à la volonté américaine, une partie de ses attributions souveraines et ces accords permirent aux Allemands de reprendre les relations consulaires et commerciales avec l'étranger. Les Américains firent alors preuve d'une particulière habileté stratégique pour déboucher la situation. Ils lancèrent une grande propagande de janvier à mai 50 en faveur de l'Europe, dont le point culminant sera la déclaration de Schuman le 9 mai 50, proposant la mise en commun du charbon et de l'acier de la France et de l'Allemagne pour commencer. Ils utilisèrent Monet, le plus américain des Français, et Schuman, qui avait le profil parfait, sans idée sur rien, opportuniste et respectueux de l'ordre établi, moralement souple, né en Allemagne et naturalisé français, et c'était donc les agents des Américains, pour lancer l'idée de la réindustrialisation. L'Allemagne, sous couvert de promouvoir la paix entre la France et l'Allemagne, en fusionnant les industries du charbon et de l'acier des deux pays. Dès le 20 juin, Monet négocie ce traité qui sera signé le 18 avril 51. Du 6 au 13 décembre 51, les députés de l'Assemblée nationale française ont débattu sur la ratification de ce traité, instituant une communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. À cette occasion, le groupe communiste dénonça les dangers du futur pool charbon-acier. Je vais vous citer la prise de parole du député communiste d'alors, Jacques Duclos, dans l'hémicycle. Le plan Schuman d'inspiration étrangère s'inscrit dans une tradition bien peu glorieuse. Ce que la France n'a pu donner aux magnats allemands du charbon et de l'acier, Schuman se prépare à leur donner sous le signe de la communauté européenne. Les actes de trahison se parent toujours de mobiles apparemment nobles. On veut faire la révolution avec Krupp pour partenaire. Il n'est pas possible, en effet, de parler sérieusement du plan Schuman sans parler de Krupp. Ce personnage est libre, il est libéré en mai 51 par les Américains. Il est l'un des plus puissants magnats de la Ruhr et il est l'une des parties prenantes du plan Schuman et de ce point de vue, il n'est pas inutile de rappeler certains passages de l'acte d'accusation établi par le tribunal américain des criminels de guerre de Nuremberg. Naturellement, Krupp était membre du parti nazi. Il finança le parti d'Hitler. Krupp participa au démontage d'usines françaises. Il fut l'un des bénéficiaires du pillage de notre pays en matières premières, machines automobiles, biens mobiliers. Au cours d'une réunion tenue en Alsace durant l'été 44, Krupp participa à l'organisation du pillage
de dernière heure des biens français en prévision de l'évacuation de la France par les nazis. Ainsi donc, votre partenaire essentiel, Krupp, est un pillard et un voleur. Ce Krupp traitait les ouvriers d'une manière scandaleuse. L'acte d'accusation dit en effet ceci: la privation de nourriture était une forme de punition couramment employée par les défendeurs et les malheureux affamés qui essayaient désespérément de trouver quelque chose à manger, était sévèrement et brutalement châtié. Tel est le tortionnaire, le criminel à qui demain, en exécution des clauses du pool charbon-acier, la CK, pourront être livrés des ouvriers français, privés de leur travail sur la terre de leur père et contraints à la déportation par votre politique. Le plan Schuman, qui soustrait à l'autorité nationale l'industrie du pool charbon-acier, prépare la liquidation de notre armée nationale. Ce plan prévoit la déportation pour nos ouvriers qu'il aura réduit au chômage. Il organise la fin de la France en tant que grande nation. C'est à l'aide du plan Schuman que les magnats allemands auront une victoire que le sort des armes ne leur a pas donnée. L'Assemblée ratifia ce projet de loi, obtenant la majorité absolue de 377 votants sur 610, ce qui permit la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CK en 51, que Jean Monnet présida de 52 à 55. Il s'agit en apparence d'une intégration sectorielle, c'est-à-dire de mettre en commun les industries de l'armement pour éviter un conflit franco-allemand. En réalité, elle ne visait que la réindustrialisation de l'Allemagne en contournant le traité de capitulation du 8 mai 1945. Le déclenchement de la guerre de Corée en juin 50 précipite alors les décisions américaines sur le réarmement allemand. Lors d'une réunion de l'OTAN à New York du 10 au 16 septembre 50, le secrétaire du département d'État, Dean Acheson, s'emporte: je veux des Allemands en uniforme pour l'automne 51. Si le 12 septembre, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, le 12 septembre, s'oppose sur le principe à la proposition américaine de réarmement de l'Allemagne, le 16 septembre, 4 jours après, il retourne sa veste et donne son accord de principe, sans mandat de son gouvernement pour le faire, pour donc le réarmement allemand et la mise en place d'un calendrier. Washington, pressé d'arriver à un accord, pousse la France à prendre l'initiative pour proposer une solution avant la prochaine réunion de l'Alliance Atlantique qui était programmée au 28 octobre 50. Le projet de CED, c'est-à-dire de Communauté européenne de défense, transposition pure et simple de la technique du plan Schuman, monnaie, charbon et acier, au domaine militaire, visait à créer une armée européenne qui viendrait ainsi à remplacer les armées nationales et les soldats nationaux qui seraient placés sous le commandement d'un ministre européen de la Défense. Adopté en Conseil des ministres le 8 octobre 50, ce projet écrit par Jean Monnet et ses aides américaines devient le plan Plévin. Dans une déclaration devant l'Assemblée nationale le 24 octobre 50, René Plévin présente le projet ainsi: la création pour la défense commune d'une armée européenne rattachée à des institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la responsabilité d'un ministre européen de la Défense, sous le contrôle d'une Assemblée européenne avec un budget militaire commun. Les contingents fournis par les Américains seraient incorporés dans l'armée européenne au niveau de la plus petite unité possible. L'Assemblée nationale approuve la déclaration de Plévin à une large majorité, car l'incorporation de soldats allemands dans l'armée européenne au niveau de l'unité la plus petite possible empêcherait, selon eux, la RFA de créer une armée et un état-major en permettant de disperser et dès lors au maximum les contingents. Les contingents allemands et les dissoudre dans cette armée européenne. Mais cette armée européenne sera versée dans le dispositif de l'OTAN contrôlé par les Américains. Le communiqué final du comité de défense du pacte atlantique du 31 octobre 50 met la pression aux Français en réitérant l'exigence américaine de réarmer l'Allemagne de l'Ouest dans le cadre du pacte atlantique. Un rapport intermédiaire est rédigé le 24 juillet 51 et le projet de traité, publié le 1er février 52, il prévoit la création d'une communauté européenne de défense qui n'a rien à voir avec le plan Plévin qui est totalement remanié par les Américains. La CED comportait
40 divisions nationales de 13 000 hommes, portant un uniforme commun, dont 12 divisions allemandes, pleine souveraineté allemande recouvrée, égalité de droits entre les membres et donc renonciation de la France à son programme nucléaire, puisque l'Allemagne, selon les termes de la capitulation, ne pouvait en avoir, donc personne n'en aurait, abandon de l'idée d'un ministre européen de la Défense. Le lieu de la décision de la CED serait le Conseil des ministres, dans lequel chaque pays membre, à égalité de voix, se prononcerait à l'unanimité, sauf que sur accord d'un seul des membres européens, même contre l'avis de tous les autres, le commandant en chef de l'OTAN serait autorisé à redéployer les forces de la défense européenne ou à en changer l'emploi sans avoir à en demander l'avis des autres États européens. En revanche, cette armée européenne, comme le prévoyait déjà le plan Plévin, resterait soumise aux directions du commandement en chef de l'OTAN désigné par le président des États-Unis. Pour éviter le réarmement allemand, les Français, certains diront par petit calcul politique, vaseux, comme d'habitude, d'autres diront par trahison pure et simple, comme d'habitude, ont donc accepté de perdre leur souveraineté militaire et d'être un pays occupé. Pour mettre encore plus de pression aux Français, les Américains installèrent le même mois l'OTAN en région parisienne. Les troupes américaines en Europe étaient importantes, un contingent de 120 000 hommes en 50 et de plus de 400 000 hommes en 55. Le traité instituant la Communauté européenne de défense, la CED, est signé le 27 mai 1952 à Paris. Et cependant, aucun gouvernement ne se risque à ce moment-là à lancer la procédure de ratification du traité. Au début de l'année 53, John Foster Dulles fait pression sur la France en laissant planer la menace d'une réévaluation déchirante des aides américaines en cas de refus français de la CED. Mais au moment où il semblait que nous devions perdre notre souveraineté et rester pour toujours et éternellement pieds et poings liés devant Washington, eh bien plusieurs éléments firent basculer la situation. La mort de Staline, en mars 53, qui, même là, emmerdait les Américains, la politique engagée dans la quinzaine de coexistence pacifique par Nikita Khrouchtchev, l'armistice signé qui mettait fin à la guerre de Corée en juillet 53 et la tragique épilogue de la guerre d'Indochine. Tous ces faits contribuèrent à éloigner le danger communiste dans l'opinion et à renforcer le front anti-sédiste, anti-CED. Grâce aux communistes et aux gaullistes, les parlementaires refusèrent de ratifier le traité instituant la CED le 30 août 1954. Dès lors, l'adhésion par effet de balancier de la RFA à l'Alliance Atlantique, imposée par les Américains, devint inévitable. Les accords de Paris, signés le 23 octobre 1954, sont ratifiés le 9 mai 1955 et permettent la création de la Bundeswehr, l'armée allemande, intégrée dans l'OTAN. Et les soviétiques, à ce moment-là, ripostèrent par réciprocité, comme à leur habitude, par la création du pacte de Varsovie le 14 mai 1955. Les Américains avaient malgré tout obtenu ce qu'ils voulaient, un Reich restauré sous leur contrôle afin de contenir les Russes le plus à l'est de l'Europe de l'Ouest. Voilà pourquoi les Américains avaient donné à certains anciens nazis un appui très fort sous le prétexte que seule l'Allemagne pourrait constituer un bastion efficace de la défense de l'Occident, selon la formule du portugais Diário de Notícias du 18 novembre 50, et manifester leur intérêt pour le potentiel militaire que représentaient en Allemagne de nombreuses générations bien aguerries. Ainsi, les Américains ont réindustrialisé l'Allemagne, avec le plan Marshall, CK, libéré les capitaines d'industrie allemande par l'américanisation des procès contre certains nazis et collaborateurs des nazis, puis par les amnisties offertes 2 ans après, réarmer l'Allemagne en suivant, non pas dans un cadre européen par suite de l'échec de la CED, mais directement par l'OTAN, dans l'OTAN, et garder le contrôle militaire de l'Europe par une présence forte des troupes US dans le cadre de l'OTAN. Il ne leur manquait plus qu'à ces Américains à instituer le fédéralisme en Europe pour pouvoir maîtriser sans effort une politique étrangère européenne au service de leur intérêt géopolitique.
Raison pour lesquelles, puisque la fin justifie les moyens, les Américains, à ce moment-là, n'avaient pas hésité à recycler un ancien nazi, comme à leur habitude, j'ai envie de dire, Walter Hallstein, en secrétaire d'État aux affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer pour construire une nouvelle Europe sur le modèle de celle que Walter Einstein prévoyait de mettre en place à la demande d'Hitler lorsqu'il négociait lui-même avec l'Italie fasciste entre le 21 et le 25 juin 1938 à cette fin. La Neue Europa hitlérienne avait pour vocation de supprimer les frontières intérieures en Europe, un Schengen précoce, pour établir une dictature continentale fondée sur l'axe Berlin-Rome, ainsi vendu par ce VRP nazi. Hier, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces, demain la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler. Il n'y aura plus de frontières, les communications seront faciles, il y aura des grands axes de communication qui permettront d'avoir enfin un sentiment européen et favoriseront le commerce. Voilà pourquoi les Américains avaient appuyé la candidature de cet ancien sympathisant nazi pour devenir le premier président de la Commission européenne, créé par le traité de Rome, puisque celui-ci en est le véritable père fondateur, du moins dans sa rédaction juridique. Ce Hallstein avait d'ailleurs co-signé avec Adenauer le traité de Rome, qui marquait enfin le début d'un fédéralisme européen, même s'il était limité pour l'instant à des aspects économiques. On verra la suite au prochain numéro. Merci de votre écoute et à bientôt.